Bonjour, donc nous reprenons le fil pour ce colloque sur le droit des usagers. Donc c'est la première table ronde sur l'état des lieux et les perspectives. Le but, la question qui va vous être posée, en fait, c'est quelle application des lois, de la loi sur le droit des patients, en réalité? Parce que c'est bien beau de sortir le texte, mais est-ce que, réellement parlant, ça s'applique? Je rappelle la méthodologie, donc à chaque fois je vais interroger tour à tour chacun de nos intervenants avec une question, un petit speech et après une question qui viendra du chat qui déjà est très en forme. Alors, donc, Monsieur Gérard Raymond, vous êtes président de France Info Santé. Bonjour. Bonjour. Et donc, l'Ordre national des infirmiers et le CERDS ont souhaité vous donner en priorité la parole sur cette table ronde. Alors la question elle est simple, hein. La loi du droit des patients, on en est où? Est-ce qu'elle s'applique vraiment? C'est une belle aventure, hein. De toute façon, le professeur Viala l'a bien dit, a fait l'historique. Et c'est vrai que cette loi du 4 mars 2002 a trouvé son fondement dans des mouvements associatifs combattants, hein, de VIH, du sang contaminé. Et effectivement, s'est construit toute une mobilisation de l'ensemble des associations ou des patients vis-à-vis du pouvoir, mais aussi vis-à-vis des professionnels de santé. Cette loi, donc, a été l'aboutissement d'une contestation portée par bon nombre d'associations. Donc, cette loi, ça a été dit, porte effectivement sur une organisation de la société qui reconnaît les droits et la capacité de chacun à connaître, à décider et à agir pour sa santé. C'est les droits individuels, mais aussi des droits collectifs, parce que aussi de la protection de la santé publique. Et donc, on a eu, dans ce cadre de cette loi-là, des droits individuels et des droits collectifs. Les droits individuels se sont dégagés petit à petit, et les droits collectifs, ça a été la possibilité de représentants des usagers de la santé, dans le cadre formés dans le cadre des associations agréées du système de santé, à pouvoir être dans les établissements de soins, et aussi pouvoir intégrer les institutions, que ce soit les conseils des caisses d'assurance maladie, de la CNAM ou bien d'autres, la Haute Autorité de Santé ou la l'ANSM. Donc, on a vu se développer effectivement ces droits individuels, mais aussi ces droits collectifs. Et petit à petit, au fil du temps, on a eu quelques textes législatifs qui sont venus assurer un petit peu cette représentation des usagers de la santé. D'ailleurs, on les appelle comme ça, représentants des usagers de la santé, avec aussi la création d'un collectif interassociatif de la santé qui a essayé de regrouper effectivement l'ensemble de ces associations-là pour former ces représentants des usagers, pour qu'ils jouent un rôle véritablement sur la remontée de contestations, de difficultés que pouvaient rencontrer les patients, particulièrement dans les établissements. Plusieurs textes législatifs ont fait que cette représentation s'est affirmée. Il y a eu aussi la création des conférences régionales de santé et de l'autonomie, les conférences de territoire de la santé, tout cela organisé autour des ARS. Et donc, bon an, mal an, petit à petit, notre représentation s'est avérée importante, une façon de dire qu'elle fut obligatoire par les institutions ou les dirigeants de consulter les représentants des usagers. Et lorsque nous faisons des sondages, ou que nous faisions avant, parce que cette crise a un peu bouleversé le schéma, lorsque nous faisions des sondages, on sentait bien qu'effectivement, les représentants des usagers nous disaient « on est consulté parce que les institutions ou les responsables de ces institutions-là se sentent obligés de nous consulter ». Donc, vous voyez bien que ce n'était pas quand même entré dans les mœurs. La participation des usagers de la santé n'est pas encore rentrée dans les mœurs. La crise sanitaire a bien démontré d'ailleurs, notamment au départ, que les textes législatifs étaient largement insuffisants pour pouvoir faire continuer ou perdurer la démocratie en santé, puisque tout s'est arrêté et qu'on a même d'ailleurs créé un comité scientifique ne faisant pas confiance déjà aux institutions déjà installées, que ce soit les agences ou Santé publique France et autres. On a créé un comité scientifique. Donc, et la démocratie en santé a été totalement arrêtée. Les décisions ont été prises ailleurs et on ne nous a rien demandé. Cela dit,
grâce aussi à la création de l'Union nationale des associations agréées du système de santé de la loi de 2016 de Marisol Touraine, qui regroupe là l'ensemble des collectifs interassociatifs, qui est aussi une vraie reconnaissance par l'État du mouvement associatif regroupé et qui est à des missions effectivement inscrites dans la loi, d'être des représentants, mais aussi de pouvoir être des acteurs de la constitution de loi et de pouvoir faire des amendements sur l'ensemble des projets législatifs. Donc il y a cette reconnaissance-là. Donc nous nous sommes mis, nous aussi, au travail, effectivement, à partir de mars, avril plutôt, 2020, pour jouer notre rôle et avec des contacts, que ce soit au ministère, que ce soit à l'assurance maladie, que ce soit à la DGOS, je vois Alexandra Fourcade, elle est bien placée pour ça. Nous avons entretenu des liaisons, parfois même quasiment au départ quotidiennes, puis après toutes les semaines, pour faire le point de situation, pour effectivement trouver des protections sociales à l'ensemble de nos concitoyens. Il faut dire que dans ce pays, on a été le seul, quand même, pays au monde à pouvoir arrêter de travailler en téléchargeant son arrêt de travail et en étant rémunéré à 100%. Cela est dû aussi à l'action que nous avons pu mener, sans évidemment beaucoup de communication et beaucoup d'éclat de la part des médias, mais aussi auprès que ce soit du ministère ou que ce soit de l'assurance maladie. Donc ce travail s'est remis en place, et assez rapidement d'ailleurs, les institutions ont compris qu'il valait mieux échanger avec nous et discuter avec nous, se confronter avec nous aussi, pour pouvoir rétablir un lien avec l'ensemble de la société, à l'ensemble des citoyens. Et aujourd'hui, effectivement, on a repris le cours quasiment normal, effectivement, de la démocratie en santé, même si, effectivement, on sait très bien qu'il nous faudra passer à un autre stade. Et ces 20 ans que nous allons commémorer dans quelques semaines vont nous permettre de faire des nouvelles propositions, de passer de la représentation des usagers de la santé à la participation des usagers de la santé, à l'élaboration et à l'évaluation de notre système de santé. C'est une ambition que nous avons, mais je pense que effectivement, ça a été dit, le colloque singulier, l'échange, l'expert profane avec l'expert scientifique dans le cadre de pathologie chronique, la parole des patients, l'expertise et l'expérience des usagers de la santé, c'est quand même aujourd'hui important dans le cadre d'une construction d'un nouveau système de santé, que ce soit dans le numérique en santé ou dans d'autres organisations. Donc nous pensons que cette crise sanitaire et sociale d'ailleurs doit accélérer le mouvement de la participation citoyenne à l'élaboration et à l'évaluation de notre système de santé, que ce soit au niveau individuel ou que ce soit au niveau collectif. À nous, évidemment, d'être force de proposition pour qu'ensemble, avec les autres professionnels de santé, nous puissions construire ce système de santé beaucoup plus humaniste que ce qu'il a été jusqu'à présent. Très bien. Alors, une petite question du chat. Vous avez fait des propositions, c'est l'actualité, parce que effectivement, on a une petite actualité politique qui arrive bientôt. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus et surtout l'axe que vous avez fait, oui. Voilà, qui a attiré merci, notre attention. parce que je trouve qu'il est pertinent, et merci de l'avoir relevé, vous en êtes aperçu. Je pense d'abord que ça fait partie de nos missions. France Asso Santé, l'Union nationale des associations agréées du système de santé, est là pour faire des propositions auprès des institutions pour faire évoluer notre système de santé. Donc nous avons fait 20 propositions et nous avons considéré que dans ces temps un peu bouleversés, il était essentiel de revenir à nos valeurs qui ont fait société, des valeurs qui nous unissent, qui ont fondé la République, mais aussi le vivre ensemble, qui est le nôtre. Et donc nous avons décidé de parler de liberté en santé, d'égalité en santé et de fraternité en santé. La liberté en santé passant par l'éducation à la santé de tous les citoyens, donc une véritable politique de prévention et d'éducation à la santé. L'égalité à la santé, eh bien, c'est effectivement l'offre de soins de qualité 24 heures sur 24 à tout citoyen qui est sur tout le territoire français métropolitain et outre-mer. Et la fraternité en santé, c'est effectivement la solidarité en santé. L'actualité nous a rattrapés. C'est comment effectivement nous sommes solidaires à tous les âges de la vie, que ce soit du petit âge au grand âge, comment nous arrivons à avoir une société plus fraternelle, plus solidaire et plus humaniste.
Très bien. Une autre question qui revient. Quel équilibre aujourd'hui entre à la fois le témoignage du patient, le témoignage de la famille, comment vous, en tant qu'association d'usagers, arrivez-vous à cet équilibre dans la volonté du patient? Il y a deux axes. D'abord, il y a les associations thématiques qui effectivement sont là aussi pour défendre les droits et défendre et accompagner aussi l'ensemble de leur communauté. On peut prendre contact avec les associations thématiques quand on est atteint d'une pathologie et effectivement pouvoir échanger avec elles. Et puis aussi, il y a, lorsque nous sommes dans un établissement de soins, les représentants des usagers, aujourd'hui les commissions des usagers, les CDU, qui sont là aussi pour recueillir les attentes et les besoins, les contestations, mais aussi, me semble-t-il, il devrait y avoir des missions supplémentaires, il y en a eu quelques-unes dans la dernière loi, mais des missions supplémentaires, d'être un véritable interlocuteur de la direction et de l'organisation du fonctionnement des établissements pour pouvoir effectivement répondre aux attentes et aux besoins, aux craintes, aux difficultés que peuvent rencontrer, que ce soit d'ailleurs les professionnels de santé, mais aussi les patients, dans le cadre de leur hospitalisation. Et ça nous paraît extrêmement important. Donc, il y a pour un patient et une famille, il y a deux axes, soit échanger avec l'association thématique de la maladie quand il y en a une, soit, si c'est un établissement, eh bien, prendre contact avec le représentant des usagers pour effectivement pouvoir consolider ses attentes, ses besoins, ses remarques, ses craintes, ses peurs, etc. etc. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur le Président. On va passer aux autres intervenants, mais n'hésitez pas, si vous avez le moindre commentaire, la moindre question, vous pouvez y aller franchement. Alors, Monsieur Chamboredon, vous êtes président de l'Ordre national des infirmiers, président aussi du CLIO, donc l'ensemble des ordres. Une question qui a interrogé beaucoup de monde. Vous affirmez régulièrement que les ordres ont une mission, un travail, un rôle à jouer dans le droit des usagers. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Monsieur le mot est un peu pompeux, c'est consubstantiel à la loi qui fonde et qui crée les ordres. Finalement, si on remonte, si on fait de la spéléologie historique comme l'a fait François Viala, on peut remonter aux jurandes moyenâgeuses, les associations avec les lois Chevandier, enfin, tous ces textes-là. On va partir simplement des infirmiers qui sont beaucoup plus récents. Et donc cette loi, finalement, qui a pris corps en 2006 dans les textes et 2009 dans la réalité, les missions de service public d'un ordre, c'est l'inscription au tableau. L'inscription au tableau, ça se base sur plusieurs critères, bien entendu. Les critères, ils sont très simples. C'est la moralité, ce qui donne la possibilité aux ordres d'accéder au B2, donc au casier judiciaire. Également la compétence, donc pour l'instant en France, c'est le diplôme d'État. Dans d'autres pays, il y a d'autres modèles qui existent. Le Québec, par exemple, où on a beaucoup de Français qui vont se former, c'est un diplôme complémentaire de l'ordre qui est exigible pour pouvoir exercer sur le territoire dit. Et puis, le dernier point, c'est l'indépendance professionnelle, finalement. Comment faire pour exercer sa profession pleinement, en toute liberté, si on n'est pas indépendant? Je vois l'usager qui dit on va me choisir un pansement plutôt qu'un autre. C'est peut-être pas ce qu'il faut. Donc, voilà ce que fait l'ordre, finalement. Et une fois qu'il a inscrit quelqu'un à son tableau, il rend public ses listes, qui sont des listes finalement, pas de cooptation, mais des listes qui sont confrontées et qui sont demandées par le gouvernement. Et ça rend opposable que ce professionnel est le bon professionnel qui peut prendre en charge le bon patient au bon moment à travers ses compétences. Et la réglementation justement sur les codes de déontologie au travers de la publicité, qui n'est plus de la publicité mais qui est de l'information, a évolué. Donc ce qui permet au professionnel de faire valoir les compétences complémentaires qu'il a acquises au bénéfice de la prise en charge des patients. Et donc tout ça, ça nous permet de garantir finalement à l'usager, mais aussi au DRH hospitalier, que l'infirmier est le bon professionnel au bon moment, qui va intervenir auprès du bon patient. C'est un gage de qualité, de sécurité dans les soins dispensés finalement par le professionnel pour l'usager. Et à tout ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que je ne me suis pas beaucoup plus étendu là-dessus, c'est le corollaire de 2002. Alors moi j'étais un bébé à cette époque-là, même si j'ai le même âge que François Viala, je le confesse, il y avait la certification des professionnels, oui, finalement, qui est passée un peu à la trappe. Et finalement, moi, j'ai la chance, il y a un Clio général et un Clio santé, et il y a les médecins, et moi, je voudrais rendre hommage
à Serge Usan, qui a beaucoup écrit sur la certification médicale, qui l'a porté très fort, qui a fait plusieurs rapports et qui finalement a porté ce sujet. Et la loi d'Agnès Buzyn, finalement, lors de la commission des affaires sociales, dans le volet défendu par Stéphanie Rist, qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui était en charge de la formation professionnelle, lorsqu'elle a entendu les ordres, a dit mais vous n'avez rien à dire, c'est pas votre job finalement la formation. Et moi j'ai levé la main, j'ai dit oui, je pense que la certification a du sens pour l'ensemble des professionnels. Pourquoi ? Parce que finalement, on est dans une MSP, on est dans une équipe de soins, et il faut que tous les professionnels qui ont des professions en ordre puissent bénéficier de ça. C'est une garantie pour le patient, mais c'est une garantie aussi pour le professionnel d'avoir une formation tout au long de la vie et de délivrer des soins selon les données acquises de la science. Et je pense que c'est totalement essentiel, et c'est pour ça que l'ordre infirmier, finalement, s'est battu sur ce sujet-là, sans en parler aux usagers. Et j'ignorais qu'en 2002, c'était déjà dans les tuyaux et que ça avait été abandonné. Oui, ça a été abandonné en 2002. Je pense qu'on a eu peur que ce soit aussi abandonné en 2022 ou 2021. Et donc, nous sommes aussi extrêmement attentifs et vigilants à ce qui se passe à l'heure actuelle sur la recertification des professionnels de santé, parce que ce qui se passe peut-être un peu trop dans l'opacité, et nous aimerions un peu plus de transparence et surtout un peu plus de participation des représentants des usagers de la santé dans la constitution de ces critères de recertification-là. On a senti une certaine réticence de certains à nous faire participer encore à ça. Vous voyez, comme quoi, il y a encore un peu de travail à la représentation et la participation surtout des usagers de la santé à l'évolution de notre système de santé. Alors à ce jour, on est en train, enfin moi je ne vais pas faire la publicité à la DGOS, mais on a eu des bilatérales et nombreuses avec la DGOS. Et c'est vrai qu'on a imposé, enfin nous, dans les attendus qu'on a rendus publics de toute façon, que les usagers soient dans le premier triangle, dans le premier cercle, dans le chapeau. Il y a un président qui est nommé, on le sait, Lionel Collet, donc conseiller d'État, médecin lyonnais, qui est le président. Donc le président, il est là pour présider. Il va arbitrer et essayer de mettre tout le monde d'accord. Je vois que Gérard a déjà des idées là-dessus. Donc on va avoir des discussions, je pense, assez tendues, mais tout ça, encore une fois, c'est au bénéfice des usagers. Clairement, on a aussi souhaité que les professionnels soient présents, l'ensemble des professions à ordre, et également les employeurs, puisqu'on voit bien que chez les infirmiers, il y a énormément de professionnels salariés, donc 80%, chez les médecins, il y en a aussi 50%. Donc ça a du sens à avoir aussi les employeurs, parce qu'il y a des sujets et des enjeux de formation, de moyens de formation, de mettre à disposition les professionnels pour qu'ils aillent à la formation. Et donc c'est vraiment un sujet, je pense, qui va dans cette loi-là. Et j'ignorais encore une fois qu'en 2002, c'était pas le cas, et ça avait été passé à la trappe par des discussions. Ça a failli être aussi le cas en 2021. Voilà. Ouais, enfin, la DGOS nous parlera. Nous en parlera. Et puis il y a un dernier sujet finalement pour les usagers. Alors, on n'est pas concerné par cette disposition-là, mais je vois Gérard qui a l'œil qui s'éclaire, donc je pense qu'il va y avoir un sujet. Nous avons une justice disciplinaire ordinale, bien entendu, où les usagers peuvent... et à l'instar d'autres ordres, nous n'avons pas d'usagers dans ces instances-là. Il y en a d'autres qui les ont. Je ne sais pas si c'est une évolution souhaitable, si c'est souhaité, si ça va venir. Oui, mais je pense que c'est souhaitable. Encore une fois de plus, je pense que la participation des usagers de la santé dans l'ensemble des institutions est souhaitable, hein, que ce soit sur les certifications, que ce soit dans le cadre des ordres et autres. C'est souhaitable. Après, effectivement, il ne faut pas qu'on soit simplement dans un cadre de représentation ou d'un simple occuper un simple siège. Il faut qu'on soit aussi en capacité, effectivement, d'apporter quelque chose de neuf. Vous disiez que la certification, c'est pour les usagers de la santé. Non, c'est pour le système de santé. C'est pour tout le monde. C'est pour sauver le système de santé, c'est pour sauver les professions médicales, c'est pour mieux soigner, c'est pour améliorer la qualité, c'est pour améliorer la transparence, c'est pour gagner la confiance de l'ensemble de nos concitoyens vis-à-vis du système et des acteurs du système. C'est extrêmement important. Donc effectivement, je pense que c'est une logique et normale, et ça va aller dans le temps, hein, que des usagers de la santé, des représentants des citoyens formés, puissent effectivement siéger, que ce soit dans les ordres ou que ce soit dans les autres institutions. C'est ce que nous demandons. Alors après, effectivement, il faut former les gens. Il faut qu'on soit en capacité de pouvoir apporter effectivement des compétences nouvelles. Ce que je dis, c'est que si encore jusqu'à aujourd'hui,
les institutions ou les ordres ou les autres acteurs de santé se sentent obligés de nous consulter parce que la loi l'exige, etc., etc., il faut qu'on passe de cette obligation à cette envie de nous consulter, de nous faire participer parce que nous allons apporter quelque chose de nouveau. C'est ce que je dis, c'est passer de la représentation à la participation. C'est aussi à nous, structures associatives, représentants des usagers de la santé, à passer ce cap, à être force de proposition pour qu'on puisse effectivement entamer un dialogue, un débat, voire des confrontations bien entendues, c'est normal, mais d'égal à égal et avec le même sens, c'est-à-dire l'amélioration de notre système de santé pour tous les acteurs, y compris les patients, bien entendu. Je vais couper court à une rumeur. Hein. On n'a pas soudoyé Gérard Raymond pour qu'il vienne. Il n'est pas détenu. Et c'est très volontiers qu'on l'a invité pour entamer le dialogue avec lui, parce qu'on pense, les infirmiers sont quand même les professionnels de santé H24 au pied du patient. Finalement, et donc qui le connaissons le mieux, je l'ai rappelé tout à l'heure, et c'est tout à fait volontiers qu'on ait un dialogue construit et nourri avec les représentations des usagers. Ils sont souvent présents dans nos matinales et dans les interventions que l'on fait, donc parfait. C'est tout à fait normal, c'est logique. Si on n'était pas là, je pense que d'habitude, j'ai l'habitude de dire que je suis la cause, que nous sommes la cause. S'il n'y avait pas de patients et de malades, je ne sais pas ce que vous feriez. Mais bon, pour devenir un peu plus sérieux, c'est important que l'on puisse effectivement amener dans la prise en charge, particulièrement des patients et des patients chroniques, ce vécu, cette expérience de la vie. On ne traite pas une maladie, on traite une personne atteinte d'une maladie, qui a sa représentation, qui a son niveau social, qui a ses peurs, qui a ses craintes, etc. Et donc c'est cela qu'il faut prendre en compte. Et donc effectivement, il faut être auprès, il faut aller vers. Votre métier vous pousse à aller vers, à aller être plus près. Souvent, on a beaucoup plus d'échanges avec un infirmier ou une infirmière qu'avec un médecin, ne parlons pas du professeur spécialiste que l'on ne voit pas souvent. Donc effectivement, le contact se fait beaucoup plus facilement avec vous et d'autres acteurs, et cette confiance-là se gagne que par l'échange comme ça. C'est comme cela qu'on arrivera effectivement. Donc c'est important qu'effectivement nous soyons là, même pour vous dire que parfois nous ne sommes pas contents, y compris dans l'organisation, y compris dans l'efficience et l'évaluation aussi de notre système de santé, mais c'est normal, nous sommes une partie prenante totalement légitime à pouvoir effectivement échanger avec vous. Alors, petit point méthodologique, il y a énormément de questions sur le chat, donc je les note et je vais vous les poser aux intervenants. J'ai une petite question à M. Chamboredon avant de passer à Mme Fourcade, et après je poserai les questions au fur et à mesure, au fil de l'eau. M. Chamboredon, la question subsidiaire qui nous a été posée, en ce moment on parle beaucoup d'une affaire dans les EHPAD. L'ordre infirmier, depuis de nombreuses années, porte des propositions sur les EHPAD et améliorer les soins dans les EHPAD. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots ? C'est un sujet de trop d'actualité. En plus, je sais que le Canard enchaîné en a parlé ce matin. Donc nous, on a toujours porté la présence des infirmiers dans les EHPAD, notamment de nuit. On a poussé cet amendement dans le PLFSS. Il a été retenu, donc ça va être mis en œuvre. On souhaite aussi que les infirmiers évoluent dans leurs compétences et dans leurs décrets et une part plus importante dans la capacité d'assurer la prise en charge. Donc voilà, moi je vais limiter ma prise de parole là-dessus parce que c'est vraiment polémique et il y a une enquête en cours. Je préfère pas qu'il y ait de... Mais bon, dire qu'on a une attention particulière, on avait vu aussi dans le rapport Libaud à l'époque qui parlait d'un infirmier pour la gériatrie, d'un infirmier spécialiste. Donc on voit bien que l'infirmier peut être la clé d'une prise en charge qui n'est pas forcément la maladie, qui est la sénescence et où il n'y a pas de pathologie particulière, et juste la sénescence. Donc on pourrait éventuellement penser que l'infirmier pourrait être la solution. Très bien. Merci beaucoup. Madame Alexandra Fourcade, docteur, vous êtes chef du service droit des usagers à la DGOS. Merci beaucoup de vous être rendu disponible. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de vos travaux, de vos actions et justement du rôle qu'a votre service et la DGOS dans justement l'application des droits du patient? Merci beaucoup. J'essaie de suivre à l'image. J'espère que vous m'entendez. Très bien. Très bien. Très bien. D'abord, je voulais juste remercier déjà l'Ordre national des infirmiers de me donner l'opportunité
de participer à cette première table ronde avec, à mon avis, les trois piliers qui sont quand même l'objet de la démocratie sanitaire, à savoir les professionnels de santé, les représentants des usagers avec Gérard Raymond, que je connais bien, avec qui nous travaillons maintenant depuis de nombreuses années. Et puis, comment ? Faut pas donner le chiffre. Non, on ne va pas donner le chiffre. Et puis, le pilier, entre guillemets, du ministère que je représente modestement au travers de la DGOS. Alors, peut-être quand même, c'est important de clarifier, vous l'avez fait dans la première partie, ce dont nous parlons. Donc, je pense que Gérard sera d'accord pour dire qu'il faut bien distinguer dans la notion de droit du patient ce qui relève du droit individuel d'une part, c'est-à-dire tout ce qui vraiment va concerner le consentement, l'accès au dossier médical, enfin les droits vraiment liés à la personne, et puis ce qu'on appelle, nous, en France, avec cette spécificité française, la démocratie sanitaire, qui est la défense des droits collectifs. Et cette spécificité française, elle est quand même particulière, puisqu'en fait, on a, vous le savez, un peu la démocratie sociale, la démocratie politique représentée par les élus, mais la loi du 4 mars 2002, je ne crois pas que ça ait été dit avant mon intervention, elle a quand même créé cette spécificité d'avoir une démocratie sanitaire dédiée, organisée au travers d'instances nationales, régionales et locales. Et c'est vraiment une particularité française dont je pense qu'il est temps, au bout de 20 ans, de dresser un premier bilan. Donc, je voudrais quand même, dans mon intervention, distinguer un peu trois périodes différentes. La période avant Covid, c'est-à-dire ce qui s'est passé entre 2002 et 2020, ce qui s'est passé pendant le Covid, 2020-2022, et ce qu'on peut en tirer comme enseignement pour la suite. Et je pense que c'est là où, évidemment, vous avez envie d'entendre les propositions et en tout cas nos idées, nos pistes de travail qui sont assez convergentes avec celles que porte Gérard Raymond, et ça ne vous étonnera pas. Donc, sur l'avant-Covid, je dirais quand même qu'en 20 ans, on a eu un développement extrêmement important de ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, avec la mise en place d'un certain nombre d'instances, la conférence nationale de santé au niveau national, les conférences régionales de santé autonomie au niveau régional, en appui des ARS, et les conférences de territoire qui ont joué un rôle, je pense quand même, de créer une culture commune entre différentes communautés professionnelles, usagers, élus. Et on peut quand même collectivement se féliciter, je pense, de cette prise finalement de conscience que quand on discute un projet régional de santé, quand on discute un projet territorial de santé, c'est important d'avoir autour de la table un certain nombre de parties prenantes qui vont éclairer finalement les autorités de tutelle sur des besoins de proximité. Donc ça, je pense que collectivement, on peut se féliciter dans cette première partie, mais je serais un petit peu plus réservée sur la progression de ce qu'on appelle les droits individuels, parce que quand nous avons une toute petite coupure. Donc la technique va s'en occuper, va faire... mais les réclamtions, on continue à en récupérer énormément. On peut constater en tout cas que ces droits individuels, forcément, n'ont pas énormément progressé, notamment sur la connaissance de ces droits, l'information sur les droits. Et c'est tout l'intérêt, bien sûr, du travail que peut mener France Assos Santé en matière de pédagogie sur à quoi avons-nous droit quand on est citoyen. Et je pense que c'est un marqueur très important dans notre bilan. Alors, pendant la crise de la Covid, on est passé à quelque chose de tout à fait différent. Il y a eu une première phase de sidération, Gérard l'a rappelé, où les instances de démocratie sanitaire ont été complètement empêchées de pouvoir fonctionner. Et c'est vrai que malheureusement, plusieurs des personnes qui représentaient les usagers dans ces commissions n'ont pas pu exercer leur rôle de lanceur d'alerte ou de faire remonter des témoignages au niveau national. Il n'empêche que, très rapidement, en tout cas, pour ce qui concerne la DGOS et le ministère, on s'est mis en capacité de repérer, de faire remonter du terrain ce qu'on a appelé les signaux faibles, et que ceux-ci soient portés par les usagers ou par les professionnels de santé. Alors, je vous donne deux exemples, enfin deux réalisations, deux dispositifs qui ont permis de faire ça. Le premier, évidemment, c'est ce qu'a dit Gérard, c'est-à-dire l'instauration d'un dialogue extrêmement serré entre la Direction générale de l'offre de soins, qui, je le rappelle quand même, était dès le mois de mars en charge de la mise en place des plans blancs, de la déprogrammation massive dans tous les établissements de santé et de la mise en musique de tout ça sur le territoire avec les évacuations sanitaires. Enfin, je ne vous fais pas un dessin, vous savez tous de quoi je parle. Et vous imaginez bien que ces décisions
nationales extrêmement difficiles à prendre ont eu un impact majeur sur le parcours de santé et sur évidemment le vécu des familles et des patients, et qu'il était absolument indispensable de créer ce lien entre les usagers et le national pour pouvoir expliquer, argumenter et surtout s'appuyer sur ce réseau des associations sur les territoires pour essayer de relier les décisions nationales avec la proximité, les établissements et les instances qui étaient en charge de ça. Donc on a réalisé, je pense, peut-être avec un peu empiriquement, je dirais, c'était absolument pas structuré, on a mis en place cet espace de dialogue entre la DGOS, France Assos Santé au niveau national, mais également on essayait de remonter les signaux via les réclamations, les témoignages d'usagers qui venaient à la DGOS au travers de courriers, de mails ou d'appels téléphoniques, et puis également à citer le dispositif Santé Info Droit, qui est une ligne d'information téléphonique et pilotée par France Assos Santé, où remontaient des verbatims de patients. Et ça, c'était extrêmement important pour nous au niveau national, parce que ça nous permettait de regarder les différences, surtout entre les territoires, de la mise en œuvre de ces différentes dispositions, et éventuellement de corriger des écarts de pratique avec des ARS qui, évidemment, essayaient de faire en sorte que, en matière de déprogrammation, par exemple, l'organisation de l'information des familles, de l'organisation de l'information qui est donnée aux patients et l'accompagnement qu'on pouvait faire sur ces déprogrammations était correctement réalisé, ce qui n'a pas été forcément le cas au début. Ça, c'était sur le volet usager. Et sur le volet professionnel de santé, et je dois dire sous l'impulsion du président du Comité national d'éthique, Jean-François Delfrécy, le Comité national d'éthique, dès le mois de mars 2020, a eu l'intuition finalement qu'il fallait mettre en place des cellules, ce qu'il a appelé les cellules de soutien éthique, pour accompagner les professionnels vraiment qui étaient sur le terrain, donc en proximité. Alors, je l'avoue, dans un périmètre avant tout sanitaire et hospitalier, dans un premier temps, mais en tout cas de pouvoir aider à finalement accompagner les professionnels confrontés à des situations extrêmement difficiles, de tri des patients, de moyens extrêmement limités pour lutter contre l'épidémie, d'insuffisance de matériel de protection, de respirateurs, etc. Donc tout ça a généré évidemment des tensions éthiques majeures pour les professionnels qui se sont retrouvés en souffrance parce qu'empêchés d'agir à des moments où évidemment ils auraient souhaité être beaucoup plus acteurs et opérationnels. Donc cette partie finalement de remontée d'informations qu'on a organisée au niveau de la DGOS, on l'a structurée au travers des liens tout à fait directs via les espaces de réflexion éthique entre les cellules de soutien éthique et le niveau national pour essayer de repérer quelles étaient les thématiques, les préoccupations des soignants. Et avec ce dispositif, on a par exemple pu modifier assez rapidement un décret, pour ceux qui s'en souviennent, qui avait été pris sur les soins mortuaires, avec la mise en bière immédiate des personnes décédées du Covid à l'hôpital, qui avait généré évidemment une incompréhension des soignants et surtout une révolte des familles qui ne pouvaient pas accéder à leurs proches à des moments extrêmement difficiles. Et donc, ce décret qui a suscité vraiment énormément de réactions, en partie bien sûr relayé par les cellules de soutien éthique et le comité d'éthique, nous avons réussi à obtenir une modification un mois plus tard de ce dispositif. Tout ça pour dire que ce qui s'est passé pendant la crise de manière empirique, avec ces deux piliers, c'est-à-dire les remontées de terrain de la part des usagers et les remontées des professionnels, nous a conduit collectivement à faire un bilan de tout ça. On a monté un projet de recherche en 2020 qui s'appelle PANTER, Pandémie, éthique et territoire, qui fait le constat suivant, c'est que finalement, quand on parle de droits des usagers, là, il y a quand même une communauté de destin et une communauté de préoccupations entre les professionnels d'un côté et les usagers de l'autre. Et ça, finalement, même si l'intuition, on l'avait depuis des années, ça s'est quand même révélé pendant la crise de manière extrêmement probante. Et ça nous conduit à proposer quelque chose d'un peu différent, je pense, à partir de 2022, en matière de fonctionnement de la démocratie sanitaire, à la fois dans le cadre des instances, mais également sur les manières de fonctionner de l'administration.
il faut qu'on travaille autrement. Gérard l'a dit, les usagers ne sont plus uniquement des personnes qu'on vient consulter en fin de processus. On est dans une logique où c'est de la co-construction dès le départ, c'est-à-dire quand on parle de recertification, quand on parle de réforme des autorisations, quand on parle de mise en place d'un service d'accès aux soins à la DGOS, maintenant, il est tout à fait spontané, naturel d'intégrer dès le début des projets les représentants des usagers dans les groupes de travail. Quand on travaille sur des indicateurs qualité, c'est de la même façon qu'on va associer les représentants des usagers. Donc, on est vraiment passé dans quelque chose de tout à fait différent et nouveau après cette crise. Et je terminerai juste sur trois enseignements qui me paraissent vraiment fondamentaux et qui sont vraiment à prendre à partir de ce retour d'expérience de la crise sanitaire. Premier constat, je l'ai dit, vraiment cette communauté de destin entre professionnels et usagers dans l'intérêt de l'amélioration du système de santé. Je pense qu'il faut le traduire concrètement par des actes. Il y a des conférences régionales de santé et d'autonomie dans les territoires, il y a des espaces régionaux éthiques. Il faut absolument que ces instances maintenant travaillent main dans la main et il appartient aux ARS maintenant de rassembler finalement ces ressources qui sont au niveau des territoires pour relier démocratie sanitaire et éthique dans les travaux qui sont menés au niveau régional. Deuxième enseignement, je dirais, c'est l'enseignement de la place de la proximité. On ne peut pas piloter la démocratie sanitaire ou une politique en matière de droits des usagers si on n'a pas des instruments pour pouvoir évaluer ce qui se passe réellement sur le terrain en matière de respect de ces droits. J'ai donné l'exemple des réclamations et des plaintes. Ça fait des années que je plaide, moi, personnellement, pour qu'on ait un observatoire qui permette de pouvoir analyser de manière documentée, par thématique, quels sont les sujets de réclamations les plus fréquents, quels sont les sujets émergents, qu'est-ce qu'on en a fait derrière et qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement pour l'adaptation des politiques publiques dans ces champs-là. Alors, c'est toujours un sujet extrêmement difficile parce que quand on parle réclamation, on a toujours l'impression qu'on se met dans un registre où on va mettre en cause des professionnels. Je crois qu'il faut changer la logique, il faut changer cette logique en disant qu'au contraire, ce sont des signaux faibles, ce sont des signaux qui révèlent un certain nombre de dysfonctionnements dans les parcours de santé et il faut vraiment qu'on arrive à documenter ces signaux qui sont sur les territoires et je pense que ça fait partie des outils dont ont besoin les instances qui s'occupent de démocratie dans les territoires. Il y a eu une expérimentation qui avait été lancée par la loi Touraine de guichet unique sur les réclamations dans les territoires. C'est l'article 158 pour ceux qui sont juristes. Je pense que ce sujet de la territorialisation de la démocratie en santé et de la mise en place de ces outils est un point important à proposer pour les nouvelles propositions en matière de démocratie sanitaire. Donc, pour conclure, je dirais vraiment que, voilà, en tout cas, du point de vue de la DGOS, il est clair qu'on a changé nos méthodes de travail. Pour rien au monde, en tout cas, on ne reviendra en arrière parce que les liens que nous avons instaurés avec France Assos Santé, par exemple, pendant la crise, pour adapter les directives nationales, pour optimiser la campagne, par exemple, de vaccination. On fait toujours des points hebdomadaires avec la Task Force Vaccination, la DGOS et France Assos. Eh bien, tout ça, c'est dans un intérêt collectif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'opposer administration et représentants des usagers. On est dans des bonnes pratiques en matière de politique publique et je pense réellement qu'on a besoin de travailler de manière totalement concertée maintenant, professionnels, usagers et administration. Et je pense que c'est un gap culturel qui a été franchi grâce à la crise. Je ne dis pas que tout a été positif, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on doit capitaliser maintenant pour l'avenir. Voilà ce que je voulais déjà dire avant de peut-être répondre à des questions plus précises, mais je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup. C'est à la fois très clair et on voit l'évolution et l'impact de la crise sur votre service. Alors, il y a une question qui nous est posée. On a beaucoup de questions sur le chat de Bourgogne-Franche-Comté et de Bretagne. C'est les deux régions en force sur le chat aujourd'hui. Une question qui vous est posée, Madame Fourcade, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la loi et les outils aussi créés par la DGOS, est-ce qu'on arrive enfin à redonner l'équilibre par rapport à un patient qui peut être vulnérable, par rapport au professionnel, par rapport à l'institution, ou est-ce qu'il faut encore créer d'autres choses pour rétablir un équilibre soignant-soigné ?
Alors, je ne suis pas une professionnelle du droit, je suis un médecin de santé publique, donc je ne suis pas, moi, totalement convaincue que... je pense bien sûr qu'il y a des choses qui doivent passer par la loi, c'est évident, mais je pense plutôt que, vous voyez, l'exemple de la crise a révélé que totalement hors cadre réglementaire, totalement hors cadre de loi, énormément de verrous ont sauté. Beaucoup de choses se sont mises en place dans les territoires, en proximité. Je suis bien placée pour le savoir parce que j'ai aussi un mandat local d'élu de terrain. Vraiment, on a fait énormément de choses en matière de coopération entre le public et le privé, entre libéral et hôpital, des choses qui n'étaient pas du tout prévues par les textes et qui se sont mises en place spontanément sans qu'on ait eu besoin de légiférer ou de prendre des décrets d'application, etc. Maintenant, je pense que vous avez raison de dire que pour passer de l'expérimental, en gros, en période de crise, à quelque chose de pérenne et quelque chose qui soit partagé et surtout réparti de manière égale. Et Gérard Raymond a eu raison de dire que les trois slogans des propositions, la liberté, égalité, fraternité, c'est fondamental, mais l'égalité, c'est vraiment, dans le domaine du droit, c'est extrêmement important. Et je pense qu'à ce titre-là, effectivement, il y a un certain nombre de missions qui doivent évoluer. Je pense, on a parlé des espaces éthiques un peu brièvement tout à l'heure, mais je pense que ce sont des dispositifs dont les missions doivent évoluer aussi pour justement leur permettre de jouer ce rôle de vigie sur les questionnements éthiques des professionnels de santé, ce qu'ils ne font pas suffisamment actuellement, et ils ont pourtant une mission d'observatoire des pratiques. Et après, il y a effectivement un certain nombre de dispositions qui doivent permettre de renforcer encore plus que ça ne l'a été cette démocratie de proximité. Je n'ai pas développé le rôle des commissions des usagers, et j'aurais pu prendre l'exemple aussi des commissions des conseils de la vie sociale. Vous voyez bien qu'avec ce qui se passe actuellement dans les EHPAD, et sans faire aucune polémique et commentaire sur l'actualité, on voit bien qu'il y a quand même encore beaucoup à faire pour que ces instances qui sont le lieu d'échange et de travail conjoint entre les directions des EHPAD et les familles des résidents ne fonctionnent pas comme elles devraient le faire. Donc, il y a probablement des choses à faire pour rapprocher, faire converger en tout cas ce qui se passe dans les CDU aujourd'hui, qui a quand même beaucoup progressé en milieu hospitalier, avec des missions nouvelles, des missions d'alerte, des missions de travailler sur des projets des usagers au sein des établissements de santé. Je pense qu'il faut vraiment qu'on rapproche ça des conseils de la vie sociale qui, aujourd'hui, sont vraiment très loin de constituer l'outil de proximité dont on a besoin pour faire participer beaucoup plus à part entière les familles dans les établissements médico-sociaux. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire dans ce domaine-là et probablement, d'un point de vue juridique, à le traduire par des évolutions réglementaires ou législatives en fonction de ce qu'on veut faire. Merci beaucoup. Alors, on parle du Conseil de la vie sociale. Monsieur le Président, vous avez fait des propositions là-dessus, d'ailleurs. Oui, l'actualité nous rattrapera, mais enfin, c'était quand même quelque chose qui était pour nous préoccupant. C'est qu'effectivement, si on avait progressé dans le cadre des représentations des usagers de la santé et des établissements de soins, dans le cadre de la vie sociale, c'était un peu resté lettre morte. Et effectivement, le texte législatif ne suffit pas. Il faut aussi aller un peu plus loin dans la volonté, effectivement, d'entamer un dialogue, des échanges, voire des confrontations, mais de s'ouvrir en toute transparence, ce qui n'est pas dans le cadre du médico-social. On a fait effectivement des propositions. On voit bien qu'on ne peut pas être jugé parti lorsque l'on est en établissement de soins et qu'on a besoin certainement dans ce cadre-là de réfléchir à ce qu'il y ait un représentant extérieur qui viennent, y compris avec des professionnels de santé aussi, pourquoi pas, qui viennent effectivement évaluer la situation dans ces établissements-là. Tant que c'est fait en interne, effectivement, on peut craindre, et on le voit bien qu'il y a certainement, il y a quand même un lien d'intérêt trop fort. Donc notre proposition, c'est de dire dans le cadre de ces comités, il faut que des éléments, des représentants extérieurs qui puissent effectivement venir faire l'évaluation de l'ensemble des situations. Encore une fois de plus, dans ce pays, mais Alexandra l'a dit, évaluation n'est pas sanction. Évaluation, c'est aussi un outil pour améliorer les pratiques. Et donc c'est bien comme cela qu'il faut le concevoir. Et donc je pense qu'il faut qu'on apprenne à échanger, à travailler
sur des critères de certification, mais aussi d'évaluation, qui nous permettent effectivement d'évaluer et de progresser dans la prise en charge, la qualité, etc., de notre système de santé. Texte législatif, oui, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin encore. Monsieur Chamboredon, justement, sur ces évaluations, certifications, vous portez ça de façon régulière. Vous avez porté le fait que la certification périodique soit aussi sur les autres professions de santé. Pourriez-vous nous parler un petit peu de façon un peu plus large de votre point de vue et des travaux que vous menez? Alors là, pour le coup, c'était la certification pour les professionnels qu'on a porté à travers le Clio Santé. Mais pour revenir sur ce que dit Raymond, effectivement, il y a un vrai sujet. Certification, ça vaut sanction. C'est ça, en fait. Il faudrait qu'on s'inspire de l'industrie aéronautique où, finalement, les process, quand on dénonce quelque chose ou quand on le met en évidence, on est valorisé là-dessus. Alors que là, on voit bien qu'on est dans une... je ne vais pas faire du judéo-chrétien, mais on est vraiment dans ce concept-là de se flageller, de dire « oh là là, c'est ma faute et ma scandale ». Et donc, je pense qu'il faut arriver à changer ce paradigme-là. Et effectivement, on pourra le changer par le regard qu'on va porter, donc il faut que ça soit extérieur. Et ça, c'est des propositions que France Asso Santé fait, mais que les infirmiers vivent au quotidien dans les établissements de santé, donc pourquoi pas dans le médico-social, parce que c'est une réalité. Et puis, on porte de toute façon d'autres avis pour les infirmiers, pour la profession. Bon, c'est une évolution de manière globale pour prendre les prises en charge, mais aussi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté, qui est apparu du fruit de nos travaux de la semaine dernière pour les propositions présidentielles, c'est des ratios. Parce que aussi, on sait que la qualité va aussi passer par l'évaluation, mais par le nombre de personnes qui vont être là pour prendre en charge prendre en charge de façon efficace les patients. Voilà. C'est un peu pour ne pas rentrer, parce que le débat est apaisé autour de ce qui se passe et de ce qui est dans le canard enchaîné de ce jour. Donc voilà, c'est vraiment des propositions qu'on souhaite porter, parce que finalement, ce que porte France Asso Santé n'est pas étranger à ce que vivent les infirmiers au quotidien et à la volonté de qualité et d'évolution par la qualité du système. Effectivement, c'est des propositions que vous avez portées très en amont et bien avant de tout sujet d'actualité et de façon régulière. Alors une question très pratico-pratique de la part de Marina. Lorsqu'on constate des manquements à l'application du texte du droit des patients dans un établissement, qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce que la CDU, Commission des usagers, a des marges de manœuvre ou pas? En réalité, c'est la question, parce qu'on a évidemment des infirmiers qui nous suivent, mais on a aussi des patients qui nous suivent aujourd'hui, donc c'est une question. Bien sûr. Dans le texte, elle a des marges de manœuvre. D'abord, si vous constatez un manquement aux soins, etc., si vous êtes mécontent, vous avez le représentant des usagers qui est là pour entendre, entre guillemets, votre plainte et vous écouter. Ensuite, à lui de faire remonter effectivement l'ensemble de ces plaintes, de ces critiques à la direction. Régulièrement, il y a des réunions, et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, il faut améliorer effectivement en fonction des difficultés des uns et des autres. Donc, si vous n'êtes pas satisfait des soins, de l'organisation et de bien d'autres choses, enfin, parce que les CDU, ce n'est pas simplement pour évaluer le plateau repas. Hein. Il y a bien d'autres choses aussi dans l'organisation des soins et du fonctionnement d'un établissement hospitalier. Donc la CDU est là pour ça. Les représentants des usagers d'ailleurs, sont là pour ça, pour faire remonter et aussi travailler sur effectivement comment on va améliorer ces problèmes-là. Donc, je conseille effectivement à ces patients qui ont des remarques à faire de rencontrer les représentants des usagers et à eux, aux représentants des usagers, de faire remonter cela. Je pense aussi que peut-être dans une prochaine loi ou prochaine pratique, il faudra donner encore un peu plus peut-être de pouvoir ou de moyens à ces représentants des usagers pour véritablement être de vrais acteurs de l'évaluation et de pouvoir porter, c'est aussi dans les institutions de la démocratie en santé territoriale, et Alexandre l'a dit, nous avons, souhaité, dans le cadre du Ségur de la santé, que ces structures-là soient de vrais parlements sanitaires territoriaux, avec une indépendance de prise de position, qu'ils ne soient pas quand même à la merci de la décision d'un directeur d'ARS
qui parfois, on le sent, un peu obligés de dialoguer avec les CRSA. Donc il y a peut-être aussi, dans des futures lois, dans les futurs textes, de gagner en indépendance, en autonomie, pour pouvoir effectivement échanger d'égal à égal. C'est ça qui est important. Et en toute transparence. Je ne vais pas rappeler que les infirmiers ne sont pas dans les CRSA. Autre question, vous l'avez abordé, mais j'en demande un petit peu précisément. Donc demain, si un patient, une famille de patients a une problématique par rapport à un soignant, un infirmier, il peut écrire à l'ordre, à une chambre disciplinaire, pour suivre. Ce n'est pas réservé qu'entre infirmiers. Exactement. Les droits des patients s'exercent à fond, à plein auprès des ordres. Il suffit de contacter le conseiller départemental en proximité et d'écrire un courriel, un courrier, ou de se déplacer, d'être épaulé par les équipes administratives sur place, et de dire je porte plainte ou je porte un fait à la connaissance d'eux. Toutes les plaintes depuis des décisions du Conseil national, sur l'impulsion aussi de pratiques qui ont été relevées par la Cour des comptes, nous ne sommes pas des magistrats, donc on doit traiter tout ce qui arrive finalement au Conseil de l'ordre, que ça soit anodin ou que ça paraisse complètement abscon, mais on doit traiter, et après on sort des statistiques et on verra bien ce qui va en advenir. Mais oui, l'ordre a une obligation de traiter, d'écouter les gens, d'organiser une conciliation pour justement définir de quoi il ressort, et si l'infirmier a fait une faute par rapport à ses devoirs professionnels déontologiques. Et ensuite, ça va devant une chambre disciplinaire de première instance avec un magistrat du ressort administratif. Et on a fait dans cette même salle les 10 ans de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre. Donc voilà, il y a toute une procédure et un process qui est respecté, qui est très surveillé, très encadré par des magistrats du ressort administratif, mais également par la Cour des comptes qui demande des statistiques très régulièrement et pointe quelquefois les difficultés qu'il y a. Oui, et surtout apporter une réponse à toutes les demandes. Il n'y a rien de plus négatif que de ne pas apporter une réponse. Même si c'est juste une petite plainte ou qui ne nécessite pas effectivement de mettre en place les juristes, les avocats et autres, mais apporter une réponse aux patients, aux plaignants, à ceux qui souffrent. Je pense que ça c'est important, ça fait partie aussi effectivement de la relation qu'on peut avoir. Et souvent, évidemment, les relations se font parfois par des confrontations ou des difficultés, mais il ne faut pas les nier. Et ne pas répondre, c'est encore augmenter effectivement la souffrance et la méfiance qu'on peut avoir. Si vous me permettez un mot, je ne sais pas si vous m'entendez, oui, mais je pense que ce que vient de dire Gérard est absolument fondamental. Cette prise en compte des témoignages et le respect de la parole, même si elle est véhiculée par une plainte ou une réclamation, je pense que c'est essentiel. Et vous me posiez la question de savoir quel était le rôle de mon bureau au sein de la DGOS. Eh bien, c'est une de nos missions, c'est de récupérer en fait des courriers qui sont perdus puisqu'ils n'ont pas atteint ni la CDU ni l'ARS et qui arrivent donc par flot encore au niveau national, ce qui montre qu'il y a encore beaucoup à dire sur la manière dont les patients sont informés de leur voie de recours quand ils ne sont pas satisfaits de la prise en charge. Donc ça, il y a beaucoup de travail à faire sur l'information. Mais on traite en moyenne, nous, 400 réclamations, par exemple, par an qui arrivent à la DGOS sur des sujets de notre périmètre de compétences. Et mon bureau attache vraiment, moi j'ai mis un point d'honneur à ce que nos chargés de mission répondent à tout courrier et surtout qu'on alimente les bureaux qui s'occupent des questions qui sont soulevées par les courriers, je pense à la santé mentale, aux soins palliatifs, que ça devienne une priorité dans le traitement des informations des bureaux qui sont à la DGOS. Parce que très souvent, moi j'ai vu l'évolution en une dizaine d'années, les témoignages des patients, c'est ce qu'on mettait sous la pile en se disant « Oh là là, ça on n'a pas le temps, on est en train d'écrire des grands textes, on écrit des lois, nous on est là pour faire de la planification, de produire de la norme. » Mais par contre, la parole de l'usager, finalement, ce n'est pas statistiquement représentatif, etc. Et je peux vous dire qu'en 10 ans, ça a complètement changé. Il y a une organisation maintenant qui est extrêmement structurée et c'est très important sur le plan culturel de prendre conscience que ce que nous disent les patients, à quelques exceptions près, bien sûr, il y a toujours des gens qui éventuellement disent des choses qui ne sont pas fondées, mais très souvent derrière un témoignage ou une réclamation, il y a un dysfonctionnement dans le parcours, il y a des choses à améliorer et il faut prendre en compte cette parole comme étant vraiment
un élément d'amélioration du système et non pas comme une mise en cause et comme une culpabilité. Je pense que ça, c'est vraiment, ça paraît tout à fait trivial. C'est vrai que dans l'industrie, c'est balisé depuis des années. Dès qu'il y a un problème de non-qualité, on en parle et on le met. Regardez ce qui a été fait pour le retrait des voitures quand il y a des problèmes de production dans le secteur automobile. Eh bien, à l'hôpital et dans le domaine de la santé, on n'en est pas encore là, mais je pense que ça fait partie de cette transformation culturelle qu'il faut absolument amorcer à partir de 2022. Donc, nous approchons de la conclusion de cette table ronde. Les témoignages qui ressortent, c'est qu'on va vers une meilleure prise en compte de la prise de parole du patient. Alors, une question qui revient souvent, je suis professionnel de santé, je me rends compte qu'il y a des atteintes aux droits du patient, puis-je solliciter mon ordre local, puis-je solliciter France Asso Santé, puis-je solliciter les pouvoirs publics? Qu'est-ce que je fais? C'est la question de conclusion et il nous reste 4 minutes pour y répondre. Ah, la patate est chaude. Hein. Moi, je vois Gérard qui me passe le bébé. Moi, je ne peux pas faire vers Alexandre les choses. C'est un professionnel de santé. Alors, non, mais bien sûr. De toute façon, ça a été dit tout à l'heure, il faut prendre en considération toutes les plaintes et doléances. De toute façon, il faut changer aussi l'image de dire on stigmatise et on porte la culpabilité. Il faut regarder les process. Ça a été très développé la semaine dernière avec Alain-Michel Serretti qui a parlé justement du process industriel pour améliorer le système justement. Et donc moi je serais dans cette idée-là de dire il faut qu'on s'empare des sujets et qu'on les traite et qu'on ne laisse pas lettre morte. Et effectivement, traiter par le dédain, c'est peut-être une solution, mais ça ne fonctionne pas longtemps. Et c'est le pire. Et le pire, c'est qu'on est actuellement dans une situation avec la Covid, tout ce qu'on sait de cette crise sanitaire, un constat de défiance, finalement, entre les institutions, avec les usagers du système. Et il ne faut pas qu'on approfondisse ce sentiment-là. Donc, le traitement doit être fin et fait et doit être objectif par rapport aux situations qui nous sont remontées. Et président d'ordre que je suis, je reçois énormément de courriers pour des choses diverses et variées, et on attire une attention toute particulière, on tient une attention toute particulière aux plaintes des usagers qu'on oriente vers la proximité. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas les instances parisiennes qui font de la planification, de la norme, dans un débat politique, dans un débat raide, de convictions quelquefois politiques et qui sont dans l'obstruction, qu'on arrive à avoir ces fils du dialogue-là. Et donc, on est vraiment dans la proximité et c'est ce qu'on fait, on oriente vraiment, de façon à ce que les gens, nous, les fils du dialogue, se parlent et arrivent à se comprendre. Parce que finalement, souvent, le dialogue permet d'eux, sauf en cas de manquement et de faute grave, où là, c'est notre juge et c'est le magistrat du judiciaire qui va prendre en charge. Mais là, c'est un professionnel de santé. Je pense que sa première mission de professionnel de santé, s'il constate effectivement une défaillance dans les soins d'un patient, c'est d'aller aider ce patient. C'est sa mission première, d'abord. C'est d'aller aider ce patient-là. Et de voir comment on peut, effectivement, améliorer la plainte de ce patient. Ensuite, effectivement, il peut aider ce patient à aller voir le représentant des usagers ou à prendre contact avec une association thématique ou prendre contact directement avec France Asso Santé ou avec un ordre ou avec la DGOS, effectivement. Donc, mais en tant que professionnel de santé, s'il s'aperçoit qu'il y a un manquement dans la bienveillance et dans le soin auprès d'un patient, c'est d'abord sa mission première, c'est de lui essayer d'apporter secours à ce patient-là. Donc en fait, le message aussi que vous délivrez, c'est que les institutions aussi se parlent et peuvent se transmettre les dossiers pour que la réponse la plus adaptée soit menée. Bien entendu. Encore une fois de plus, il ne peut pas y avoir... Arrêtons d'être dans la confrontation et il faut qu'on arrive effectivement à pouvoir dialoguer, que ce soit avec les autres, que ce soit avec la DGOS, que ce soit avec les directions d'établissement, même si effectivement on est là pour dire en premier lieu ce qui ne va pas bien, mais aussi se féliciter de ce qui va bien, l'évaluer pour l'améliorer. Je crois qu'il faut qu'on arrive dans ce pays à avoir une démocratie adulte et que chaque citoyen, chaque représentant des usagers qui est légitime pour porter une parole d'une communauté soit considéré comme tel par rapport à que ce soit à la direction, que ce soit aux professionnels de santé, aux ordres et autres. Ça nous paraît extrêmement important. C'est certainement une prochaine étape qu'il nous faudra franchir dans le cadre de la démocratie en santé. Effectivement, il faudra aussi, de notre côté,
associatif, pouvoir recruter ces patients, les former et aussi voir comment on peut reconnaître cet engagement associatif pour leur permettre effectivement d'exercer leur mandat d'une façon beaucoup plus légitime et beaucoup plus facile que ceux qui le font encore aujourd'hui. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Nous sommes arrivés donc au terme de cette table ronde. Merci beaucoup, Monsieur Géramont. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Chamboredon. Merci beaucoup, Madame Alexandra Fourcade. Nous nous quittons donc Merci à vous. Merci à vous. C'était un échange très, très, très intéressant et très nourri. Je pense qu'on a bien avancé, en tout cas, sur les pistes de travail pour 2022. Totalement. On aura l'occasion d'en reparler les 3 et 4 mars prochains au ministère, d'ailleurs. Régulièrement. Exactement. Totalement. Exactement. Nous faisons donc, pour ceux qui nous suivent en live, une petite pause de 10 minutes, mais ne partez pas. Nous repartons tout à l'heure pour une table ronde, donc dans 10 minutes, sur notamment l'accès aux soins. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci à vous.